Le 3 janvier 2026, un point de non-retour dans les annales géopolitiques. Ce jour-là, depuis Caracas, un cri d'alarme fend le silence du monde, brisant les murs de l'indifférence. Les manuels de diplomatie bondent pour les musées. Ce qui s'est déroulé sur le sol vénézuélien dépasse la simple frappe militaire. C'est l'acte méthodique d'un sabordage du droit international signé, scellé, exécuté. Le discours officiel est d'une gravité absolue. Il s'ouvre comme un acte de décès de la Charte des Nations Unies. Ce texte, censé garantir la paix mondiale, est décrit comme mort et enterré. L'accusation est précise, l'article 2, qui interdit strictement l'usage de la force contre un État souverain est violé. Le principe sacré de non-intervention dans les affaires intérieures est piétiné. Pour Caracas, les États-Unis n'ont pas juste franchi une ligne rouge, ils l'ont effacée. Mais le bilan n'est pas que juridique, il est humain. Les autorités dénoncent une violation flagrante des lois de la guerre. Des civils qui n'avaient rien à voir avec le conflit sont tombés sous les balles. Les principes de proportionnalité et de distinction piliers du droit humanitaire auraient été balayés par la puissance de feu américaine. Plus grave encore aux yeux des diplomates, un tabou historique a sauté l'immunité d'un chef d'État en exercice. Cette protection qui garantit que le monde ne sombre pas dans la loi de la jungle a été ignorée. Le message envoyé par cette attaque est terrifiant pour toute l'Amérique latine. Si la souveraineté du Venezuela ne vaut rien, alors aucun État n'est à l'abri. Ce qui a été fait aujourd'hui à Caracas peut être reproduit demain contre n'importe quelle nation qui oserait lever la tête. Face à l'urgence, le discours se tourne immédiatement vers la famille régionale, la CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Pour Caracas, l'heure de vérité a sonné. Il n'est plus temps de se cacher derrière des communiqués tièdes ou des silences gênés. Le message envoyé aux capitales voisines est un ultimatum moral se taire aujourd'hui. C'est signer une complicité. Il n'y a plus de zone grise, le choix est binaire brutal. Soit vous défendez le droit international, soit vous acceptez la loi du plus fort. Caracas pointe directement un homme, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Ces déclarations récentes sont brandies comme la preuve que le Venezuela est sous un état de siège politique et militaire permanent. Face à cette menace, les exigences vénézuéliennes sont sans appel. D'abord, le nettoyage de la zone. Toutes les forces militaires étrangères présentes dans les Caraïbes doivent partir. Elles sont désignées comme des menaces directes pour la paix. Mais surtout, une demande centrale vitale est posée sur la table comme condition sine qua non à tout retour au calme, la libération immédiate et inconditionnelle du président constitutionnel. Sans cela, aucun dialogue n'est possible. Le discours se fige sur une date précise, le 3 janvier 2026. Ce jour est désormais marqué au fer rouge dans l'histoire du continent. Ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est la violation brutale de la zone de paix, ce sanctuaire diplomatique proclamé par les 33 États de la région en 2014. Les mots utilisés par Caracas sont terribles. On parle d'une agression militaire criminelle. Le bilan des crises est lourd, des soldats vénézuéliens, mais aussi des civils sont tombés. Et au milieu du chaos, l'impensable s'est produit. Le président constitutionnel a été capturé par la force. Pour les autorités, cet acte dépasse la personne de Nicolás Maduro. Enlever un chef d'État, c'est kidnapper la souveraineté d'un peuple entier. C'est une décapitation de l'ordre constitutionnel en direct. Et le plus tragique, selon le discours, c'est que tout était écrit. Dès août 2025, le Venezuela avait tiré la sonnette d'alarme, dénonçant le déploiement massif de forces étrangères et l'escalade des provocations dans les Caraïbes. À l'époque, le monde a écouté, s'est inquiété, mais n'a rien fait. Aujourd'hui, le verdict moral de Caracas est sans appel. Un État qui bombarde des civils et kidnappe un président ne peut plus prétendre être le défenseur des droits humains ni le garant d'un quelconque ordre international. Mais pourquoi une telle violence ? Pour les auteurs du discours, la réponse ne se trouve ni dans les manuels de droit ni dans la défense de la démocratie. Elle se trouve sous terre. Ce qui guide cette offensive, selon Caracas, c'est une logique de pure prédation. La cible réelle, c'est le pétrole, l'eau, la biodiversité. La souveraineté du Venezuela est devenue un obstacle qu'il fallait faire sauter pour accéder au coffre-fort de l'Amérique latine. Le monde, nous dit-on, regarde avec stupeur cette barbarie. L'opération est décrite comme brutale, sans retenue, piétinant les vies humaines au nom d'intérêts matériels. Le Venezuela se pose alors en symbole. Ce qui lui arrive est un avertissement pour tous les pays riches en ressources qui refuseraient de se soumettre. Et au cœur de cette prédation, l'acte le plus grave a été commis.
Le discours martèle ce fait comme une vérité incontestable, le président constitutionnel Nicolás Maduro a été enlevé. Le texte insiste lourdement sur sa légitimité. Élu pour le mandat 2025 à 2030, issu des urnes en 2024, via un processus qualifié de souverain et transparent. En l'arrêtant ainsi que la première dame Cilia Flores, les forces étrangères n'ont pas seulement capturé un homme et une femme, elles ont tenté d'humilier une nation. La demande qui clôt ce chapitre est donc hurler au monde la libération immédiate et inconditionnelle du couple présidentiel. Ce n'est plus une requête diplomatique, c'est une exigence vitale pour la dignité du pays. L'adresse solennelle se tourne ensuite vers le reste de la planète. L'avertissement est glacial, ne croyez pas que cela s'arrêtera à nos frontières. Si une telle agression est tolérée aujourd'hui, elle deviendra la norme demain pour n'importe quel État souverain. Le discours pointe du doigt un vieux fantôme qui hante à nouveau le continent, la doctrine Monroe. Cette vision qualifiée d'ambition colonialiste considère l'Amérique latine comme l'arrière-cour exclusive de Washington. Pour Caracas, cette logique de domination est un poison incompatible avec le monde moderne. Mais dans cette épreuve, le Venezuela n'est pas seul. Les autorités saluent les gouvernements et les peuples qui ont réagi avec rapidité. Des manifestations populaires aux condamnations officielles, l'indignation a traversé les frontières. Cependant, l'alerte reste maximale. Ce qui se joue ici n'est pas un simple incident régional, c'est un précédent dangereux pour la stabilité mondiale. Le Venezuela se présente comme un cas d'école, un laboratoire. Le message est clair, nous sommes les victimes aujourd'hui, mais si le monde détourne le regard, vous serez les prochains. Dans la tempête, un acteur a joué un rôle décisif pour empêcher le naufrage des forces armées bolivariennes. Le discours est sans équivoque, sans leur loyauté, le Venezuela aurait sombré dans le chaos, l'anarchie et une spirale de coups d'État sanglants. Au lieu de cela, l'armée est restée un bloc monolithique. Cette union civilo-militaire est présentée comme la clé de voûte qui a permis de garantir la continuité de l'État. L'armée n'est pas décrite comme une force de répression, mais comme un rempart contre le fascisme et la guerre psychologique qui tente de disloquer la société. La paix est érigée en valeur suprême, héritage direct de Simón Bolívar. Le message adressé au peuple vénézuélien se veut alors rassurant mais ferme. L'ordre est donné de ne pas céder à la peur. Les autorités dénoncent une campagne de terreur faite de rumeurs et de manipulations. La consigne est claire, la vie doit continuer. Le travail, l'école, l'économie ne doivent pas s'arrêter. Et pour prouver que l'État fonctionne toujours, une date clé est avancée. Le 5 janvier, la nouvelle Assemblée nationale sera installée pour son nouveau mandat. Ce n'est pas qu'une formalité administrative, c'est un symbole politique puissant envoyé aux agresseurs. Malgré l'enlèvement du président, les institutions tournent, la démocratie respire et le cœur politique du pays continue de battre. La patrie avance protégée par ses lois et ses soldats. Le discours s'achève par une déclaration gravissime des forces armées nationales bolivariennes. Le message est adressé au monde entier. L'armée condamne officiellement ce qu'elle qualifie de kidnapping du président Nicolás Maduro et de la première dame Cilia Flores, survenue ce samedi 3 janvier 2026 au prix de vies humaines parmi la garde présidentielle et les civils. Mais l'objectif de cette déclaration est surtout de prouver que la chaîne de commandement n'est pas brisée. Les militaires réaffirment leur loyauté absolue, mais ils annoncent surtout une décision juridique immédiate. La Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a tranché le jour même en vertu des lois sur la sécurité nationale. C'est la vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez Gómez qui est désignée pour assumer la totalité des pouvoirs présidentiels à titre intérimaire. La riposte ne s'arrête pas là. Le gouvernement décrète l'état de commotion externe sur tout le territoire. C'est le niveau d'alerte maximale. L'armée met toutes ses capacités au service de l'ordre intérieur et de la défense des frontières. La mobilisation est totale. Ce n'est plus seulement une affaire militaire, c'est un front unique qui associe les soldats, la police et la population civile. Face à ce qu'elle nomme l'agression impériale, les forces armées se définissent désormais comme l'armée libératrice du XXIe siècle. Le message final est sans appel, le président a été enlevé, mais l'État est debout armé et prêt à défendre sa souveraineté jusqu'au bout.